all rise. Veuillez vous lever. Le président, Maître Knops, pourriez-vous être bref? Et n'hésitez pas, si quelqu'un d'autre a déjà répondu ce que vous allez répondre, n'hésitez pas à le dire. Et soyez bref. Thank you. Just to remind that the question is focused. La juge Ibáñez, c'est juste pour vous rappeler que ma question porte sur le principe de la légalité. L'interprète signale qu'elle entend extrêmement mal la juge Ibáñez. Maître Knops, merci. Monsieur le Président, et merci Madame la juge Ibáñez de nous avoir posé cette question. Écoutez, je pense que cela ne fait l'objet d'aucun contentieux que de dire que la procédure pour insuffisance de moyens à charge n'est ni une procédure qui n'est ni inéquitable et qui ne viole pas non plus le principe de la légalité, même si le statut de Rome ne régit pas cette procédure. Mais je me hasarde à vous dire, Madame la juge, que ce ne serait pas juste pour un accusé, cela irait même à l'encontre des droits de l'homme, si l'accusé devait faire l'objet d'un procès et n'avait pas le droit de répondre. Lorsque la preuve dans sa globalité ne satisfait pas au seuil requis pour les éléments de preuve. Deuxièmement, et c'est une intuition que j'ai l'impression que cela a un lien inhérent avec le système de la CPI. La légalité commence avec la construction, en quelque sorte, d'un système juridique. Le système de la CPI est un système hybride, certes, de par sa nature, et il est indéniable que le principe de la légalité en tant que tel est enfreint parce que cela est inévitable. Si vous avez un système, vous avez les deux systèmes, inquisitoire et accusatoire, et vous créez des chambres de première instance sur la base de ces deux systèmes, donc, la question fondamentale, et je pense que c'est cela votre question, Madame la juge Ibáñez, c'est est-ce que la légalité ne commence pas avec la façon dont le système a été échafaudé? Si, par exemple, chaque chambre de la CPI peut déterminer si elle va autoriser la préparation des témoins, elle peut décider si elle va avoir le régime de la présentation des preuves ou le régime de la recevabilité et de l'admission des documents. Et chaque chambre peut définir la façon dont les questions seront posées, qu'il s'agisse donc de la partie qui convoque le témoin ou de la partie qui ne la convoque pas. Si vous comparez cela, si vous comparez la règle 85 à la règle, ou à la règle 98 du TPY et du TPIR, et vous comparez ces règles à l'article 64 du statut de Rome, vous verrez que tous ces éléments ne sont ni définis dans le statut, ni dans le règlement de procédure et de preuve. Et c'est là que commence le principe de l'égalité. S'il n'y a pas l'égalité sur ces principes, vous pouvez mettre en cause la légalité de l'ensemble du système. Mais je continue néanmoins à croire que, en dépit du fait que le système de la CPI est un système hybride,
Il ne peut pas respecter strictement le principe de l'égalité. De ce fait, la juge Ibanez s'exprime sans micro. L'interprète n'entend pas la juge Ibanez qui pose une question. La juge Ibanez, excusez-moi. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'article 64 du statut va à l'encontre du principe de l'égalité? Est-ce que je vous ai bien compris ou est-ce que je ne vous ai pas compris du tout? Maître Knops, merci, Madame la juge. Il se peut que je ne me sois pas exprimée de façon très exacte ou très juste. Ce que je disais, c'est que l'article 64 du statut donne aux chambres de première instance un pouvoir discrétionnaire très large pour déterminer la conduite pendant la procédure. Donc, en amont de votre question au sujet du principe de l'égalité, la procédure en insuffisance de moyens à charge, est-ce qu'il y a l'égalité, est-ce que c'est un système juste, équitable? En amont de cette question que vous venez de poser, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à la façon dont le système de la CPI a été construit. Et ce système ne respecte pas absolument tous les principes de l'égalité. Mon client ici, qui se trouve à mes côtés, M. Charles Blégaudet, fait l'objet d'une procédure qui est différente de la procédure qui sera retenue pour un autre accusé dans cette cour, tout simplement parce que les chambres ne sont pas unanimes pour ce qui est de l'autorisation de la préparation des témoins, pour ce qui est du système de présentation des documents par opposition au système d'admission des documents, de versement au dossier des documents, pour ce qui est de la façon dont les questions sont posées. Donc, il s'agit des principes de base. Et il n'y a pas d'unanimité au sein de cette cour parce que cela n'est pas régi par le statut de Rome. Et les chambres ont des interprétations différentes parce que les juges viennent de pays différents. Donc, à la base de ce système, ab initio, un accusé n'aura jamais l'égalité parce que son procès pourra être conduit de façon très différente d'un autre procès pour un autre accusé. C'est ça que je voulais vous dire, Madame la juge. Le micro de Maître Knops a cessé de fonctionner. L'interprète n'entend plus Maître Knops. La greffière d'audience, excusez-moi, il faut que vous rebranchiez votre microphone. Maître Knops, c'est fait. La juge Ibanez, que l'interprète entend très mal. Alors, il y a ce pouvoir discrétionnaire qui est conféré aux juges par l'article 64. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que cela leur permet d'interpréter le droit et ce, à l'encontre des dispositions écrites du statut de Rome? C'est ce que vous êtes en train de nous dire, que cette disposition permet aux juges de ne pas respecter les normes écrites dans le statut de Rome? Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée, maître, s'il vous plaît? Maître Knops, merci. Non, Madame la juge Ibanez, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on commence à ouvrir la boîte de Pandore en réfléchissant à la légalité, par rapport aux procédures relatives aux requêtes pour insuffisance de moyens à charge, et que nous nous interrogeons et que nous nous demandons si les normes appliquées par les chambres sont des normes légales ou pas, équitables ou pas, nous abordons la base, le fond, la base fondamentale pour cette cour. Mais étant donné les formules de libellé de l'article 64, les chambres doivent interpréter le statut. Mais si vous prenez le point de vue de l'accusé,
un accusé tel que M. Charles Blé Goudet. Bon, il a fait l'objet d'un procès avec certaines procédures et pourtant une autre chambre de première instance aura une procédure différente pour ce qui est de la préparation des témoins, pour ce qui est du régime d'admission, recevabilité des documents par opposition à la présentation des documents. Donc là, c'est là que je pense que la discussion devrait être amorcée. Et je pense que si nous allons critiquer la procédure requête pour insuffisance de moyens à charge parce qu'elle ne figure pas dans le statut et qu'il y a des normes différentes qui sont appliquées, ce n'est pas équitable parce que cette procédure, elle s'inscrit dans un système qui, depuis le début, et là je prends le point de vue d'un accusé, ne respecte pas la légalité. Et puis en dernier lieu, et permettez-moi de compléter ma réponse aux questions que vous nous avez posées, Madame la juge Ibanez. Je continue à croire, la juge Ibanez, un petit moment, je vous prie. J'aimerais obtenir une précision au sujet de la dernière partie de votre réponse. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la préparation des témoins constitue la même chose que les questions fondamentales qu'il faut se poser dans le cadre d'une procédure pour insuffisance de moyens à charge qui peut aboutir à un acquittement? Est-ce que vous êtes en train de faire une équation entre la préparation des témoins et cette procédure qui, parfois, permet d'aboutir à la fin d'un procès? Maître Knops, question fort intéressante. Alors, cela donnera peut-être l'impression d'être une question secondaire par rapport au principe fondamental de la légalité d'un procès. Et pourtant, je me hasarde à vous dire que la façon dont les témoins sont préparés ou non, la façon dont on pose des questions à des témoins, cela peut avoir un caractère décisif pour l'issue d'un procès. C'est justement d'ailleurs quelque chose qui est mentionné par le juge Anderson dans son raisonnement. Et il explique pourquoi lui et M. Tarfusser n'ont pas adopté le modèle Routot-Sang, tout simplement parce que les caractéristiques du procès du procès actuel étaient tout à fait différentes. Je pense au procès de M. Charles Blé Goudet. La façon dont l'accusation posait des questions aux témoins a été décisif pour l'issue du procès. Et cela est écrit dans les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'opinion de la majorité. Mais, ceci étant dit, en dépit ou malgré ces remarques très philosophiques en réponse à vos questions, Madame la juge Ibanez, je continue à croire que du point de vue de la procédure et pour ce qui est du fond, la procédure qui a abouti à l'acquittement a été une procédure qui a respecté la légalité compte tenu des paramètres du système hybride de cette Cour. Et du point de vue de la procédure, à partir du mois de juin 2018, lorsque la Chambre, à l'unanimité, a marqué son accord pour autoriser cette procédure, à partir de ce moment-là, il a été clair comme de l'eau de roche que nous allions donc avoir cette procédure et qu'il y avait un problème au niveau de la preuve. Mais nous n'avons jamais demandé de précision au sujet de la norme. Nous savions très bien quel était notre travail dans le cadre de cette procédure, ce qui fait que l'accusation savait pertinemment quels étaient les critères qu'il fallait qu'il respecte pour étayer une déclaration de culpabilité pour que le procès continue. Donc, pour conclure, la légalité, certes, c'est crucial, c'est essentiel, c'est primordial, mais il faut, ceci étant dit, prendre en considération la globalité du système. Et cette procédure, elle découle d'un système pénal qui commence avec un règlement de procédure et de preuve, avec une conduite pendant le procès. Et deuxièmement, je pense à la procédure compte tenu des paramètres de ce système hybride respecte effectivement le principe de légalité et le principe d'équité. Merci. L'interprète signale que la juge Ibanez parle sans micro.
Thank you. I will continue. La juge Ibanez, je vais poursuivre. Et c'est une question que j'adresse à Monsieur le professeur Jacob. J'aimerais obtenir des réponses concrètes. Premièrement, pour ce qui est de l'inspiration, dans le statut de Rome, parce qu'il a été dit, et le professeur Jacob l'a dit hier, que les juges n'avaient pas à trouver la procédure dans les dispositions du statut de Rome, ne la trouvaient pas, mais, et je cite, qu'il n'était que naturel que les juges cherchent l'inspiration au cas par cas à partir des dispositions du statut dont la teneur peut les aider et les orienter pendant toute la procédure. Page 38, lignes 20 à 22 du compte-rendu d'audience d'hier. Je constate que l'article 21.1 du statut dispose très clairement quelle est la hiérarchie pour les sources juridiques. Et je n'ai pas besoin de le répéter. Mais au sujet de cet article, justement, est-ce que l'inspiration est une source valable pour mettre un terme à une procédure? Est-ce que cette inspiration peut l'emporter sur une interprétation stricte et littérale de l'article 74 et 66.3 du statut pour mettre un terme à un procès? Et la deuxième partie de ma question que j'adresse à Monsieur le professeur Jacob porte sur l'esprit du statut de Rome par opposition à l'objectif et au but du statut de Rome. Car hier et aujourd'hui, vous l'avez répété, vous l'avez dit hier, et cela figure au paragraphe 16 de vos écritures, que l'esprit du statut permet un acquittement suite à une requête pour insuffisance de moyens à charge. Donc, j'aimerais vous demander ce que vous entendez par l'esprit du statut de Rome et est-ce qu'il ne serait pas plutôt exact de faire référence à la Convention de Vienne, le traité, la loi des traités, article 31.1, qui nous donne l'objectif et le but du statut de Rome, que l'on retrouve dans l'esprit des traités. Et d'ailleurs, cela était expliqué dans le préambule. Il est question de mettre un terme à l'impunité pour des crimes odieux. Voilà la question que je souhaiterais vous poser, maître. Le président, vous avez 2 minutes, maître Jacob, pour répondre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la juge Carranza, pour ces questions auxquelles je vais essayer de répondre rapidement. Premièrement, il est important que le point de départ de la discussion soit que la procédure de No Case to Answer est là pour protéger les droits de la personne poursuivie. C'est une procédure qui a été acceptée dans l'affaire Ruto, qui a été reconnue comme applicable dans le jugement d'appel Taganda, comme venant protéger l'équité de la procédure. Donc le point de départ, c'est que cette procédure est indispensable dans l'architecture de la Cour pour préserver les droits de la personne poursuivie et pour empêcher qu'elle doive présenter un cas lorsque le procureur lui-même n'a pas présenté de dossier suffisant pour soutenir les charges. Donc les droits de la personne poursuivie sont au cœur de la discussion. De la même manière que d'autres procédures à la CPI ont été reconnues par les juges sans qu'elles soient explicitement prévues au statut, comme l'abus de procédure. Partant de là, il faut bien trouver un droit applicable. On ne veut pas simplement affirmer que tel ou tel article serait automatiquement applicable, comme le fait le procureur. D'où le sens de la logique de ce que nous avons expliqué, c'est que à partir du moment où aucune disposition du statut n'est automatiquement applicable, il faut bien regarder dans le statut, s'inspirer du statut
pour voir quelles dispositions pourraient s'appliquer. Il ne s'agit pas, au contraire, il ne s'agit pas de faire échec à l'application du statut. Pour qu'on soit très bien clair. Il s'agit de rendre opérationnelle la procédure de No Case to Answer telle qu'elle a été reconnue dans d'autres affaires à la Cour comme étant indispensable pour protéger les droits de la personne. D'où l'idée que l'on peut s'inspirer des exigences de l'article 74.5 en termes de motivation et de publicité qui ont été respectées ici, sans pour autant conclure que l'article 74.5 serait applicable. Enfin, et pour rester court, mais je peux préciser si vous le souhaitez, Madame la juge, sur la question de l'objet et de l'objet du statut, la lutte contre l'impunité est un objectif général de la Cour et personne ne peut le nier. Mais la Cour a été mise en place pour que cette lutte soit dans un cadre procédural avec au cœur de cette procédure le respect des droits de la personne poursuivie. Et la lutte contre l'impunité ne peut pas être une façon de nier à l'individu le respect de ses droits. C'est un objectif général que nous partageons tous. Mais nous partageons aussi tous l'objectif que la mise en œuvre de cette procédure, dans un système exemplaire, moderne et démocratique, respecte les droits. Et ici, tous les droits de Laurent Gbagbo ont été au cœur de la procédure. Il n'y a eu aucune inéquité envers le procureur et la représentante légale des victimes, et justice a été faite. Merci. Mr. Jacobs, beginning with you do say that we can derive. Le président, nous pouvons donc nous inspirer de dispositions du statut de Rome, donc se rapprocher de ce qui devrait être appliqué, même si la disposition applicable n'a pas été clairement couchée sur le papier. On peut trouver l'inspiration à l'article 74.5, ce qui ne veut pas dire que cet article s'applique nécessairement. Si c'est ce que vous dites, selon quelles dispositions devons-nous juger, selon quel principe est-ce que l'on doit rechercher les dispositions qui vont nous aider à appliquer cet article? Donc, il n'y a pas de disposition du statut de Rome qui ait été violée. Mais si cela avait été le cas, laquelle? Par exemple, l'affaire Routot et la requête en insuffisance de moyens à charge. Eh bien, quelle est la disposition qu'il faut regarder? Si la disposition approximative était l'article 74.5. Quelle est la disposition qu'il faudrait appliquer pour voir si les juges ont pris leur décision en connaissance de cause? La réponse simple à cette question, c'est qu'il n'y a pas d'article qui est strictement applicable, puisque la procédure de No Case to Answer n'est pas explicitement prévue au statut. On ne peut pas affirmer ab initio qu'un tel ou tel article du statut s'y appliquerait automatiquement. La question est la logique de la procédure. Et do we not see the difficulty there in the sense then? Le président, ne voyez-vous pas la difficulté en cas de décision
pour une insuffisance de moyens à charge, il n'y a pas de dispositions qui régissent cela, alors que pour d'autres situations, il existe par contre des dispositions. Qui venait, l'article 74.5, comme nous l'avons dit, cristallise l'intention des rédacteurs du statut que certaines exigences dans le rendu d'une décision existent, comme la motivation, la publicité, le fait de rendre une décision claire. Et donc, on peut juger à l'aune de ces grands principes, de ces principes généraux du droit, quelque part, qui sont prévus à l'article 21, d'ailleurs, du statut, si la décision rendue à l'issue d'un no case to answer suit cette logique, comme toute autre décision. Ça ne rend pas l'article 74.5 automatiquement applicable, mais évidemment, il y a du bon sens dans ces dispositions. Et pour nous, la question concrète, c'est de vérifier que tout a été respecté, que la logique de la procédure a été respectée, et que les exigences en matière de droits de l'homme et que les rédacteurs du statut avaient prévues pour le rendre d'une décision se retrouvent dans la décision qui a été rendue par les juges. Et nous estimons qu'elle l'a été et on peut concrètement le vérifier. De la même manière qu'il a pu l'être vérifié, par exemple, dans la décision Routot qui a été rendue dans les mêmes formes, plus ou moins. Le président, merci. Je m'adresse maintenant à Maître Knops, toujours sur cette question, mais ça n'est pas exactement la même question malgré tout. Vous et M. Galtmetzer êtes peut-être partis du même point de départ, même si clairement vous n'avez pas tiré la même conclusion. Maître Knops, vous avez dit que dans l'affaire Routot-Sang, vous avez cité, je crois, paragraphe 1 des raisons du juge Framer, et vous avez déclaré que ce paragraphe disait que l'arrêt en cette affaire se fondait sur les articles 64, 66 et 67 du statut de Rome et non pas sur le 74. Est-ce qu'il y a un autre passage dans l'arrêt Routot-Sang qui vous amènerait à dire que l'article 74 ne s'appliquait pas en l'espèce, à part le paragraphe 1? Est-ce qu'il y a un autre passage? Et je m'adresse également à M. Galtmetzer à cet égard, qui semble avoir suggéré également que l'arrêt Routot-Sang ne se fondait pas sur l'article 74.5. Maître Knops. Merci, Monsieur le Président. Non, le Président. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous prenez le paragraphe 1 des raisons du juge Framer, il ne dit pas précisément que l'article 74 ne s'applique pas. Donc, est-ce qu'il y a dans cet arrêt un autre passage qui vous conduise à dire que l'article 74.5 ne s'appliquait pas en l'espèce? Maître Knops. Merci, Monsieur le Président. Le juge Framer, effectivement, ne dit pas que l'article 74.5 n'est pas d'application. Nous avons déduit du paragraphe 1 le fait que, ne citant pas cet article 74.5 pour l'affaire Charles Blé-Goudet, et également dans l'opinion discordante du juge Carbuccia Herrera,
que c'est l'article 66.2. C'est celui qui se rapproche le plus lorsqu'on lit le raisonnement du juge Framer, qui se rapproche le plus de la nature de ces requêtes en insuffisance de moyens à charge. Dans ses effets, une requête en insuffisance de preuve peut déboucher effectivement sur un acquittement. Et il faut une norme pour motiver cette décision. On peut même aller plus loin et dire que la nature des procédures doit être régie par le 66.2, mais la décision couchée sur le papier pourrait se fonder sur le principe de l'article 74.5. Je ne dis pas que l'article 74.5 s'applique directement, mais il pourrait s'appliquer au raisonnement et la manière de motiver un acquittement à la suite d'une requête en insuffisance de moyens à charge. Alors, y a-t-il une différence entre l'affaire Ruto 5, les charges ont été annulées, et Charles Blégoudet, il n'y a pas eu d'acquittement formel, mais une décision qui substantiellement s'apparente à un acquittement. Il y a eu une différence dans la manière de gérer l'affaire. La fin de la procédure, l'issue de la procédure est déterminante pour la suite de la procédure. Il y a de nombreux systèmes juridiques dans le monde où la certification est nécessaire pour les insuffisances de moyens à charge, comme en Angleterre et au Pays de Galles. Il y a différentes procédures, donc. Je voudrais vous renvoyer à une dissertation intéressante de M. Dukic. Il a défendu sa thèse en 2017. Et dans sa thèse, il explique pourquoi, en cas de requête en insuffisance de moyens à charge, il faudrait exiger la certification si l'on faisait droit à une telle requête. Parce que c'est quand même une remise en cause du principe de double remise en cause. L'acte criminel en Angleterre et au Pays de Galles, l'avocat cite une jurisprudence que les interprètes n'ont pas sous les yeux. Le juge Framer n'a pas exclu l'applicabilité du 74, mais nous déduisons de son raisonnement que c'est l'esprit et du 66.2 qui doit s'appliquer. Nous pensons que c'est la bonne base, la bonne norme, c'est la disposition du statut qui se rapproche le plus de la nature d'une requête en insuffisance de moyens à charge. Et pour revenir à la question de Madame le juge Ibanez, le président, avant d'aller plus loin, la déduction dont vous parliez tout à l'heure, voyons jusqu'où on peut la porter. Si l'on prend le paragraphe 1 du raisonnement du juge Framer, la référence à l'article 64, 66 et 67. Laissons de côté l'article 64. Vous venez d'en parler. 64.2.
Laissons de côté cet article et prenons simplement 66 et 67. L'article 66 traite de la présomption d'innocence et l'article 67 du droit de l'accusé. Peut-on dire en toute équité que dans chaque arrêt ou jugement en acquittement rendu en application de l'article 74.5, ces deux dispositions s'appliqueraient également, la présomption d'innocence et le droit du défendeur. Vous voyez où je veux en venir. Supposons que ce soit bien le cas. Que faisons-nous de l'article 64? Vous en avez parlé. La référence au 64, la référence à l'article 64, c'est simplement une manière de trouver une base dans le statut pour que toute cette procédure en insuffisance de moyens à charge trouve son origine, trouve une base. Alors, l'article 65 du statut de Rome qui parle du plaidoyer de culpabilité. Donc, il faut bien entendu que la décision prise respecte aussi les prescriptions de l'article 65. Est-ce que c'est une manière raisonnable d'analyser ce que nous dit le raisonnement du juge Framer au paragraphe 1? Maître Knops, oui, effectivement. Je vous répondrai que le 74.5 fait référence implicitement au 66.2, parce que sinon, comment est-ce qu'on peut acquitter à la fin d'un procès sans prendre en compte le 66.2? L'article 74, si vous prenez les commentaires faits à ce sujet, y compris le commentaire Klamberg de M. Vassiliev, l'article 74 a été élaboré pour que la totalité de la procédure soit prise en compte. Donc, je proposerai ce qui suit. 74.5 avec 66.2 s'applique à des acquittements formels fondés sur le fond des causes de l'accusation et de la défense. Donc, la totalité de la procédure. 66.2 sans 74.5 s'applique aux décisions à mi-parcours, comme les décisions en insuffisance de moyens à charge. 74, paragraphes 1 à 4, s'applique à l'ensemble, à un jugement, à un procès complet, avec les causes de la défense et de l'accusation. Donc, une décision sur le fond de l'affaire. Une procédure, donc, à mi-parcours n'est pas couverte par l'article 74 en tant que tel. C'est ce que l'on peut déduire des commentaires qui ont été faits au sujet de la rédaction du statut. Par conséquent, si l'on cherche des analogies au sein de ce système hybride dont on vient de parler, ce qu'on peut trouver de plus proche d'une base pour une requête en insuffisance de moyens à charge, 74.5, bon, comment est-ce que le juge va rédiger sa décision? Mais ça s'applique bien entendu évidemment aux décisions prises à mi-parcours. Donc le juge Framer avait tout à fait raison et c'est probablement la façon dont il a analysé les choses. C'est comme ça que j'ai lu son avis. Il nous dit, si l'on avait accepté que la décision Rotosang, où les charges ont été annulées, était un jugement
complet. Il aurait cité un autre article. Il a bien compris qu'il s'agissait d'une décision à mi-parcours et il a donc dû utiliser 66.2 avec 67. Parce que, bien entendu, c'est l'habeas corpus, un droit habeas corpus. Donc, puisqu'on parle des droits de l'homme fondamentaux, on y est. Tout système pénal peut demander que les charges soient annulées en vertu de ce droit fondamental d'habeas corpus. Que l'on ait une disposition dans ce sens dans le statut ou pas. Parce que c'est un droit naturel. Tout défendeur peut effectivement demander cela. C'est le principe de l'habeas corpus. C'est ce que juge Framer a vu clairement au paragraphe 1. Sinon, il aurait raisonné différemment. Il a vu que, puisqu'il s'agissait d'une situation très nouvelle, donc une requête en insuffisance de moyens à charge, et que cela n'existait pas en tant que tel dans le statut, il fallait en revenir à la nature même de la procédure, donc 67.2 et non pas 74, parce que 74 porte sur l'ensemble des débats, sur l'ensemble du procès. J'espère que j'ai répondu à votre question, Monsieur le Président. Le Président, mais lorsque vous parlez du procès complet, d'un jugement complet, alors on s'applique 74. Et s'il n'y a pas de procès complet, alors le 74 ne s'applique pas. Alors qu'est-ce que c'est qu'un procès complet? Est-ce que c'est une simple formalité ou bien est-ce qu'il y a des caractéristiques à un procès pour qu'un procès soit complet? Qu'est-ce que vous appelez un procès complet? Donc un procès, article 74. Full try, Mr. President, and I can give you now. Maître Knops, un procès complet, je peux vous donner, si vous le souhaitez, la citation de la personne que j'ai mentionnée, le président. Non, point n'est besoin. Maître Knops, alors, interrompu par le président. La personne dont vous parlez, ce n'est pas une source pour nous. Maître Knops. Alors, c'est la même chose pour le professeur Robinson. Alors, moi, je suis juste un simple avocat. Lorsque je parle d'un procès complet, c'est un procès où l'accusation et la défense ont eu la parole. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ça un procès complet pour moi. Le président, oui, mais en ce sens, vous pouvez avoir un procès complet si, à la fin de la présentation des moyens à charge, la défense se lève et dit « Messieurs les juges, mesdames les juges, je vais commencer à plaider. Voilà ce que je dis. La thèse de l'accusation est faible. Rejetez-la, je ne vais pas convoquer des témoins à la barre, je ne vais pas présenter d'éléments de preuve. » Donc, quelle est la différence entre le scénario que je viens de vous décrire et le scénario où vous avez donc l'accusation et la défense qui s'expriment et qui présentent leur thèse. Alors, dans ce cas d'espèce, est-ce que l'article 74 pourrait être appliqué? Maître Knops, Monsieur le Président, je vais répondre très brièvement à votre question fort intéressante. Avec un collègue, une fois ça m'est arrivé, nous n'avons pas convoqué de témoins, nous avons dit au juge, Monsieur le juge, notre thèse, c'est que nous n'avons pas de témoins. Voilà quelle est notre thèse. Et cette déclaration de la défense
était une défense parce que, en disant ceci, nous avions tout dit. En d'autres termes, même si l'accusé choisit, lorsque le moment est venu de présenter des moyens à décharge, si l'accusé choisit de dire « je ne vais pas convoquer de témoins à la barre », c'est la thèse de la défense, parce que dans certains cas, c'est un message très très fort et très percutant. Le président, oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était comme suit. Si vous avez ce type de scénario, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous venez de mentionner donc ce que vous avez fait avec votre confrère. Si cela s'était passé à la CPI, alors l'article 74 serait l'article qui contrôlerait le jugement, qui orienterait le jugement de la Chambre de première instance, mais cela ne se passe pas et que vous avez seulement les témoins de l'accusation et la présentation des moyens à charge. Et vous nous dites que là, dans ce cas d'espèce, l'article 74 ne peut pas être appliqué. Si c'est ce que vous pensez, dites-moi quelles sont les différences fondamentales, les différences de fond entre les deux scénarios, et pas de forme. Maître Knopp, c'est très simple, Monsieur le Président. Nous avons déjà répondu en disant que c'est la norme de la preuve. La norme de la preuve est différente et c'est ce que Mme Carbuccio Herrera a dit dans son opinion dissidente d'ailleurs, parce que à mi-parcours, la norme de la preuve est différente. C'est ça la différence de fond entre les deux scénarios. Le Président, mais est-ce que vous avez vu, ou plutôt, non, je m'interromps parce qu'il se peut que mes collègues souhaitent poser des questions. Puis-je répondre? Dit Monsieur Gallmetzer. Je pense que Monsieur le Président, oui, certes, cette question vous avait été également posée. Donc, Monsieur Gallmetzer, oui, tout à fait. C'est pour cela que je me suis permis de demander la parole. Je vois que la discussion a bien évolué. Pendant que vous avez posé d'autres questions à mes estimés confrères et consoeurs. Donc, j'ai pris des notes et je vais essayer de reprendre tout cela depuis le début. Et je commencerai par vous dire que, effectivement, dans la décision Routo, le juge Framer ne mentionne pas expressément l'article 74. J'ai eu le temps de vérifier tout cela et il mentionne cela dans une note de pas de page, la note 274 pour ne rien vous cacher, mais parce qu'en fait, bon, il y a ce n'est pas vraiment une indication parce qu'il fait référence à une autre citation. Donc, il n'est pas dit que l'article 74 était la base juridique. Et hier, j'ai dit justement que la décision Routo est très différente de l'acquittement du 15 janvier parce que les charges ont été annulées sans préjudice. Donc, il ne s'agissait pas d'un acquittement en l'occurrence. Ce qui fait que ce n'est pas forcément quelque chose qui nous orientera pour déterminer l'appel en l'espèce, Monsieur le Président. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais dire que lorsque le jugement a été rendu, la Chambre de première instance dans l'affaire Routo a quasiment presque respecté tous les critères de l'article 74, paragraphe 5, car les juges de la majorité ont donné leur propre opinion, mais il y avait un accord pour ce qui était des raisons factuelles, et cela est développé dans l'opinion de Monsieur le juge Framer, et Monsieur le juge Osuji commence en disant qu'il est absolument d'accord avec toutes les constatations factuelles et que point n'est besoin de les réitérer.
Alors, Monsieur le juge Tarfousseur dit la même chose ici, mais ce que nous voyons, c'est qu'il existe des différences fondamentales, des différences pour ce qui est de la norme de la preuve, pour ce qui est de la base juridique de la décision, et cela n'a pas existé, n'a pas été le cas dans la décision Routot. Et puis la décision dans l'affaire Routot a été rendue en une seule et même journée. Il n'a pas été fait référence à un raisonnement communiqué ultérieurement. Donc, elle a véritablement respecté l'article 74 et ses prescriptions. Et d'ailleurs, je vous dirais également que la décision, avec le raisonnement du 16 juillet, cite un certain nombre de dispositions qui ont été prises en considération. L'article 74, 76, 77, 79. Ces dispositions sont bien entendu toutes applicables en première instance. Elles sont applicables pour faire en sorte que la procédure est organisée de façon équitable et ce, conformément au statut. La décision générale inclut également dans sa page 3, à la page 3, l'article 74, ce qui n'est pas le cas de la décision Routot, mais cela ne signifie pas pour autant que toutes ces dispositions sont la base pour l'acquittement en l'espèce, car il y a une disposition pour l'acquittement dans l'article 74. Un acquittement peut être prononcé seulement en fonction de l'article 74 et cela me ramène à la question posée par la juge Ibanez au sujet du principe de l'égalité. Point n'est besoin de chercher l'inspiration ou d'inventer quoi que ce soit ou une autre base juridique, alors que nous en avons une qui est extrêmement claire et qui est l'article 74. Et l'article 74 n'est pas tout simplement une simple formalité. Ce qui est important, c'est que l'article 74 indique de façon très claire quelles sont les sauvegardes dans son paragraphe 5. Et ces sauvegardes, ces garde-fous ont un objectif. L'objectif étant que la décision soit pleinement informée et que le public puisse avoir confiance dans l'issue du procès. C'est pour cela qu'il est absolument obligatoire que la Chambre respecte ces critères. Et puis, la Cour, le président, il faut quand même que vous ralentissiez un peu votre rythme. Monsieur Gallmetzer, excusez-moi. Je voulais dire également que la Cour, effectivement, est un système juridique hybride, certes, et les juges ont un certain pouvoir discrétionnaire sur la façon de conduire, pour ce qui est de la conduite du procès, de la procédure. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas respecter les prescriptions très claires. L'article 74, c'est justement cela. L'article 74 détermine qu'il s'agit de la disposition juridique qui doit être respectée en cas de déclaration de culpabilité ou d'acquittement. On ne peut pas véritablement chercher l'inspiration pour court-circuiter ou ne pas respecter ces prescriptions. Et puis pour ce qui est de la question qui a été posée à propos d'un procès complet. Un procès est complet justement parce que la Chambre a pris en considération tous les éléments de preuve qui ont été présentés à la Chambre. C'est la défense justement qui a présenté cette requête pour insuffisance de moyens à charge. Alors elle ne peut pas nous dire, la défense maintenant, ah mais parce que nous avons présenté cette requête, le procès n'a pas été complet. C'était le pouvoir discrétionnaire de la défense de présenter cette requête et maintenant la défense doit vivre avec les conséquences de sa propre requête. C'est parce que la décision qui a suivi la requête pour insuffisance de moyens à charge est une décision d'acquittement qui met un terme à la procédure que cela déclenche toutes les répercussions, y compris nebis in idem. Il n'y a pas d'autre base juridique si ce n'est l'article 74 du statut de Rome et les prescriptions de cet article sont contraignantes, obligatoires pour assurer, garantir la légalité de cette décision. Je vous remercie. Le président, merci beaucoup.
Le président, Monsieur Gametser, j'aimerais vous poser d'autres questions, une question brève, parce que il va falloir que nous mettions un terme à cette audience bientôt. Dans vos écritures ou dans vos observations, vous faites valoir que ce qui a été fait en janvier par la Chambre de première instance n'était pas un prononcé de résumé du jugement et que ce qui a été fait en juillet c'était en fait des raisons qui ont été données a posteriori. Alors, sur la base de ce que vous avez avancé, est-ce que vous nous dites que la CPI, qu'à la CPI, une chambre de première instance ne peut jamais rendre un verdict avec communication ultérieure de ses motifs relatifs au verdict. C'est bien cela que vous nous dites, monsieur? Monsieur Gametser, Monsieur le Président, en fait, je vais scinder ma réponse en deux volets. Premièrement, nous disons que la dernière phrase de l'article 74, et je vais vous en donner lecture pour bien m'assurer de ne pas commettre d'erreur, est comme suit. Excusez-moi, il faut que je la trouve. Voilà. Voilà ce qui est écrit. Il est donné lecture de la décision de son résumé en audience publique. Donc, la référence au résumé dans cette disposition fait référence à la façon dont la publicité de la décision est assurée par la Chambre. Et cela, en principe, ne doit pas être considéré comme une base juridique pour poursuivre, comme l'a fait la Chambre, à savoir, elle a rendu un verdict sans donner aucun motif, et ensuite, 6 mois plus tard ou 5 mois plus tard, elle a fourni ses motifs. Le président, mais je comprends que cela est votre point de vue, mais c'est justement la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Vous nous dites que le libellé de l'article 74, paragraphe 5, et dans la dernière phrase, vous nous dites, qu'est-ce que vous nous dites en fait? Quelle est votre interprétation de cela? Supposons que vous avez raison et que en janvier, et je suppose à nouveau que la Chambre de première instance n'avait pas justement mis au point ses motifs. L'interprète signale que le son est extrêmement mauvais lorsque le président parle. Alors, supposons que vous avez raison. Est-ce que cela ne signifie pas que votre interprétation du paragraphe 5 de l'article 74 empêche à une chambre de première instance de terminer un procès et de dire « Voilà quel est notre verdict, nous vous communiquerons les motifs de notre verdict par la suite ». Est-ce que cela est bien votre point de vue? Monsieur Gallmeitzer, dont le son est excellent. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Alors, c'est ce que nous avions dit au départ. C'était notre point de vue principal. Et c'est justement ce qu'a dit Madame la juge Ibanez au sujet du principe de l'égalité. Le statut est absolument clair à ce sujet. Donc, est-ce que la décision doit être rendue dans son intégralité et on ne peut pas amender, modifier par la suite la décision, compléter la décision à une date ultérieure? Toutefois, à ce sujet,
nous avons indiqué que nous pouvions envisager des situations où la Chambre aurait le pouvoir discrétionnaire de rendre son verdict et de communiquer ses motifs à une étape ultérieure. Mais cela doit être fait dans des conditions très, très strictes pour assurer que tous les critères de l'article 74, et notamment du paragraphe 5, sont respectés. À savoir, il s'agit d'une seule et même décision pleinement informée. La décision est accessible au public et nous l'avons écrit dans nos écritures, nous l'avons écrit dans nos réponses à la question 8 posée par la Chambre et nous avons ainsi indiqué ce qui, d'après nous, devrait être les prescriptions en application de l'article 74 lorsqu'il y a donc, il faut qu'il y ait un résumé. Un verdict prononcé seul n'est pas suffisant. Mais si vous avez un résumé qui indique les grandes lignes des constatations factuelles et des conclusions juridiques de la Chambre. Et là, il est clair que la Chambre a pris tout cela en considération. Et après, il s'agit tout simplement d'un processus rédactionnel. On ne va pas revenir sur la décision. C'est le principe d'une seule et même décision informée avec publicité de la décision. Si toutes ces dispositions sont respectées, là, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, je serai très claire, la décision du 15 janvier a été prononcée par la Chambre, mais cette décision ne respecte absolument pas ces prescriptions et ces dispositions. Le Président, j'essaie de vous comprendre. Lorsque j'ai lu lorsque j'ai lu tout cela, vous avez dit qu'il y avait certaines règles qui devaient être respectées et vous donnez des exemples. Mais dans quelle mesure est-ce que ce que vous nous dites, est-ce que vous êtes en train de nous dire que tout doit être respecté? Je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. Il était clair que lorsque la Chambre rendait son verdict, elle n'avait pas encore rédigé son raisonnement, mais qu'elle allait le faire immédiatement ou une semaine plus tard. Ça, c'est une hypothèse. Est-ce qu'on est encore dans la même hypothèse ou non? Monsieur Gallmetzer, notre position initiale est bien entendu que la décision doit être rendue comme une décision unique et d'un seul trait. Bon, c'est une question hypothétique, mais enfin, je voudrais dire dès l'abord, c'est que la décision en appel va bien au-delà de toute hypothèse que nous pourrions discuter ici. Si l'on avait simplement 2 témoins, si la Chambre avait basé toutes ses constatations sur cela et tiré toutes ses conclusions sur une affaire beaucoup plus réduite, alors ça aurait pu être possible et la Chambre aurait pu résumer. Mais là aussi, la Chambre aurait pu résumer son affaire. Plus de 100 témoins malgré tout, 4000 documents ou plus. Humainement, il n'est pas du tout possible de faire ce petit résumé sans, si je puis dire, sans le coucher sur le papier. Des juges chevronnés et de haut niveau l'ont indiqué. Il n'est pas
inhabituel pour un juge, au cours du processus de rédaction, de modifier un raisonnement initialement entamé. Donc, il peut y avoir une impression initiale que l'on a pu avoir pendant le procès en écoutant les témoins, et ces premières impressions ont toute leur valeur. Mais un jugement ne peut pas se fonder sur une première impression. Un jugement doit se fonder sur une analyse systémique de tous les éléments de preuve dans leur contexte. Et puis ensuite, il faut rédiger la décision de telle sorte que on puisse justifier justement la décision prise. Et la conclusion arrive au terme, évidemment, de tout cela. On ne peut pas prendre une décision et puis ensuite rédiger les constatations. Cette cour ne peut pas faire cela. Les affaires devant cette cour ne sont pas de petites affaires ou des affaires très simples qui permettent de faire ce que vous avez évoqué dans votre première hypothèse. Et puis en plus, on fait jurisprudence, donc il faudrait éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. Je crois que... Bon, nous allons revenir à la charge demain, mais je crois que la juge Ibanez voulait poser une question pour que vous y réfléchissiez pendant la nuit, enfin, vous donner des devoirs à faire pour demain. Mais enfin, même demain, il faudra malgré tout que les réponses soient brèves. Alors, des devoirs pour les parties. Il s'agit de la norme de la preuve, la question de la norme de la preuve. S'agissant des arguments qui ont été développés en ce qui concerne un manque d'accord entre le juge Anderson et le juge Tarfusser, comment peut-on être sûr que le juge qui applique la plus haute norme ne mélange pas les différents types de normes, justement? Enfin, est-ce que les éléments de preuve laissaient la place encore à un doute raisonnable? En d'autres termes, le juge Tarfusser, nous voulons être sûrs que le juge Tarfusser ne soit pas arrivé à sa décision sans avoir évalué les éléments de preuve pour être sûr qu'il n'y aurait plus de doute raisonnable. Donc, je voudrais que vous réfléchissiez à cela d'ici demain. Et puis, dit le président, il y aura davantage de questions sur la norme de la preuve demain. Mais nous allons pour le moment quitter la salle d'audience et nous nous retrouverons demain. Je lève la séance. Veuillez vous lever.